Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Si tu souhaites créer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneurs, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Julia, expert de l'intelligence artificielle et fondateur de Siri, la fameuse application de commande vocale d'Apple. Adepte des sciences appliquées plus que fondamentales, Luc a un parcours hors norme et intervient aujourd'hui comme directeur scientifique de Renault, notamment. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en savoir un peu plus sur son parcours, parler d'intelligence artificielle évidemment, de parler des cas d'application. On parle de plus en plus de ChatGPT, de DALL-E, d'autres applications. Donc l'occasion est parfaite justement pour pouvoir démystifier un petit peu ce sujet-là. Donc avant toute chose, Luc, un grand merci pour votre présence et votre temps aujourd'hui. Avec plaisir, Jacques. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous parler en quelques minutes de votre parcours? Alors voilà, si c'est possible en quelques minutes, je sais que le parcours est assez chargé, donc voilà, si c'est possible de nous en dire Ouais, quelques ben mots. on va résumer 30 ans en trois grosses périodes. Donc, je suis un ingénieur français, donc j'ai fait toutes mes études en France et d'ingénierie avec un but vraiment qui était de faire de la recherche appliquée, hein, comme vous avez dit tout à l'heure. Et donc, j'ai fait 10 ans de recherche pendant et après mes études, on va dire, pendant un doctorat et après, donc à Stanford, parce que je suis parti relativement rapidement, enfin il y a 30 ans maintenant, je suis parti aux États-Unis. Et donc 10 ans de recherche. Alors 10 ans de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire recherche sur ce qui était intéressant il y a 30 ans. Et c'était quoi? C'était le début d'Internet, c'était les nouvelles interfaces homme-machine, donc la possibilité de potentiellement parler, être vu des machines, parler aux machines et être vu des machines. Donc bon, on pourra détailler plus tard, j'imagine. Après ça, je suis dans la Silicon Valley, donc j'ai fait 10 ans de start-up. Alors c'était pas trop à la mode en France à l'époque, mais dans la Silicon Valley, évidemment, c'est un truc. Vous devez faire les startups si vous voulez vous intégrer correctement dans cet écosystème. Donc, 10 ans de startups, 5 startups qui ont été plus ou moins des réussites, mais bon, plutôt plus que moins. Donc c'était pas trop mal. Et après ça, j'ai décidé de faire 10 ans de grosses compagnies, grosses boîtes. Donc, je suis passé chez HP, Apple et Samsung. Donc, ça, c'est les grosses boîtes, ce que j'appelle les grosses boîtes américaines. Et au bout de 10 ans de ça, parce que vous avez compris, je m'amuse à faire des cycles de 10 ans, au bout de 10 ans de ça, je me suis dit, bah, maintenant, je vais faire 10 ans de grosses boîtes, mais en France. Et donc, c'est comme ça qu'il y a un an et demi maintenant, j'ai rejoint le groupe Renault pour essayer d'apporter mon expérience de la Silicon Valley en France, quoi. Et parce que, d'une manière un peu non modeste, je voulais rendre quelque chose à la France, étant donné que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait toutes mes études ici, et je pense que notre éducation est telle que on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à donner, et on voit ça justement dans la Silicon Valley. On voit que les Français sont quand même des pépites, et on peut très bien les cultiver à la maison aussi. Donc c'est pour ça que je suis chez Renault aujourd'hui. Excellent. En l'occurrence, en regardant plusieurs de vos conférences, j'ai eu l'occasion de voir que vous parlez plus d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle. Quelle distinction est-ce que vous faites entre les deux? Ouais. Alors déjà, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, ça date pas de 10 ans, hein, parce que on a l'impression que c'est arrivé il y a seulement 10 ans. Maintenant, on a l'impression que c'est arrivé avant-hier avec ChatGPT et les choses dont on parle aujourd'hui. Mais l'intelligence artificielle, ça date de 1956, hein, donc ça a plus de 65 ans. Et donc, malheureusement, et c'est le but de mes conférences, et c'est ce que j'essaye de faire en démystifiant le nom même de l'intelligence artificielle, c'est qu'on lui donne un peu trop de pouvoir à cette intelligence artificielle, dans nos têtes en tout cas. On fait un peu trop de science-fiction et pas assez de science. Et du coup, j'essaye d'expliquer que cette intelligence artificielle dont on parle et dont on se rengorge dans les médias et ailleurs, elle n'existe pas. Donc ça n'existe pas, c'est Hollywood, c'est des films, c'est du cinéma, c'est de la science-fiction. On va pouvoir plutôt parler de beaucoup d'intelligence artificielle au pluriel. Donc il y a beaucoup, beaucoup de ces outils, et je vais les rabaisser au niveau d'outils, et des outils qui vont nous augmenter, nous,
par définition, un outil, ça va nous permettre de faire quelque chose mieux, hein, ça va être utile. Et donc, c'est pour ça que je parle d'intelligence augmentée, c'est notre intelligence qui est augmentée par ces outils. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler d'intelligence augmentée quand je parle d'un truc générique, mais quand je parle d'intelligence artificielle, je mets des S, et donc c'est les intelligences artificielles qui nous permettent de faire les choses mieux, parce que ces outils, bah, ils nous permettent de faire les choses mieux, effectivement. Donc, je vais mieux voir dans une voiture, je vais mieux parler, je vais mieux réaliser des tâches. Et donc, c'est ce que ça fait. Pour moi, la meilleure intelligence artificielle, c'est un marteau. Un marteau, c'est très utile. Ça plante le clou mieux que moi. Et je peux quand même l'utiliser correctement pour planter le clou, mais je peux l'utiliser à mauvais escient pour taper sur la tête du voisin. Donc, les intelligences artificielles sont aussi dangereuses. Donc, il faut les comprendre. Elles sont dangereuses dans le sens où je peux utiliser cet outil très puissant à des mauvaises fins. Ouais, ok. Aujourd'hui, on en parlait, on a des modèles comme ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion qui apprennent tout sur Internet. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un avenir dans l'industrie à développer ce genre de modèle à l'échelle non pas d'Internet mais d'une entreprise? Concrètement, donc développer une sorte de cerveau interne à l'entreprise uniquement spécialisé sur ces activités. Oui, c'est possible. Ça serait presque ce qu'on appelait il y a longtemps un système expert, qui serait vraiment sur des cas particuliers. Il faut comprendre que ces intelligences artificielles dont on parle aujourd'hui, ce sont des intelligences artificielles statistiques. Donc, elles ont besoin d'énormément de données pour pouvoir réaliser ce qu'elles font. Un chat GPT, par exemple, a 150 milliards de paramètres. 175 milliards de paramètres pour ChatGPT. C'était GPT-3, son petit frère, qui avait 150 milliards. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres, évidemment. Donc, c'est l'intérêt de ces intelligences artificielles, c'est quand même d'avoir des données pour pouvoir recracher des choses intéressantes. Donc, le problème qui peut potentiellement y avoir au niveau d'une entreprise, c'est qu'on n'ait pas assez de données pour nourrir une intelligence artificielle telle que celle-là. Donc, il est possible que, du coup, les statistiques qui en ressortent ne soient pas pertinentes. Donc, si on a beaucoup de données, et par exemple, dans un groupe comme Renault, on a beaucoup de données sur les robots, hein, dans les usines, parce que ça fait longtemps qu'il y a des robots dans les usines, et donc on a des données non seulement des gens qui ont regardé, donc ils comprennent un peu comment les robots marchent, mais aussi on a des données qui arrivent des machines elles-mêmes et qui sont collectées, et c'est des milliers et des milliers de points de données par minute qui arrivent. Et donc, avec ça, oui, on est capable de faire des choses intéressantes, comme de la maintenance prédictive pour savoir quand est-ce que la machine va casser et donc du coup prévoir comment rediriger une chaîne si on a à faire ça. Donc ça dépend. Il y a des entreprises qui vont avoir beaucoup de données, comme dans ce cas-là, et puis il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup moins, et donc du coup ça va être beaucoup plus difficile, encore une fois, de faire des statistiques pertinentes. Ouais, ok. Ouais, finalement, tout est question de données aussi, avec quoi est-ce qu'on nourrit, et finalement sur quoi est-ce qu'on décide de se spécialiser. Quand on voit les Ouais. experts au jeu de Go, quand on voit les experts pour de la détection de cancer sur des imageries médicales, l'idée c'est aussi de savoir ce qu'on va mettre dans la machine pour pouvoir avoir des résultats pertinents, quoi. Exactement, le robot, comme vous dites, ou l'intelligence artificielle qui va regarder une radio pour rechercher un cancer, c'est pas la même que l'intelligence artificielle qui va regarder, qui va chercher les avions dans les images satellites. Donc elles sont hyper spécialisées, comme je disais, on va les entraîner sur des images pertinentes, sur des images particulières. Et là, il se trouve que dans les deux cas que vous venez de citer, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'images. D'accord. Donc, on est capable d'entraîner ces choses-là, et certainement qu'un radiologue aura vu beaucoup, beaucoup moins de radios que l'intelligence artificielle qui va aller chercher les datas dans ces radios. Ça ne veut pas dire qu'il est inutile. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est remplacé par la machine. Il va être augmenté par la machine, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, dans le sens où la machine va lui permettre de trier les cas les plus importants sur la pile vers le haut. Et puis, lui, il aura l'opportunité de faire le diagnostic un peu plus profond, et puis surtout de parler à la patiente potentiellement s'il faut lui annoncer des choses. Donc, pour chacun de ces domaines particuliers, effectivement, il y en a qui ont des datas, il y en a qui en ont moins. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre que tous ces systèmes, même si aujourd'hui les systèmes experts sont plus ou moins abandonnés, sont quand même intéressants.
parce que c'est pas la peine des fois de déployer des trucs qui sont énormes avec beaucoup beaucoup de données quand on peut faire des trucs relativement simples avec juste de la logique. Donc il faut aussi pas faire c'est un rêve d'ingénieur et j'en suis un, donc je peux dire ça. Il faut faire attention de pas que les ingénieurs ne soient pas dans un mode de terrain de jeu où ils veulent absolument utiliser la technologie pour utiliser la technologie. Ouais, c'est sûr. Ok. Effectivement, quand on regarde au cours des 20 dernières années, il y a déjà eu beaucoup de réalisations faites dans le domaine de l'IA. Si on se penche sur les 20 prochaines années, comment est-ce que vous imaginez le monde avec de l'intelligence artificielle ? Justement, alors je pense que ce dont je viens de parler là, aujourd'hui, depuis une grosse dizaine d'années, on fait surtout des IA statistiques. Donc, avant ça, c'était dans les années 70 jusqu'aux années 90, c'était surtout des IA logiques, donc des systèmes experts. Et on a tendance à oublier un peu les technologies passées, alors qu'elles sont relativement intéressantes, comme je dis. Donc, on va s'apercevoir, et surtout avec l'avènement des chats GPT et de ces gros modèles qui arrivent aujourd'hui, que c'est quand même compliqué. C'est compliqué pour des raisons éthiques, c'est compliqué pour des raisons aussi d'énergie. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de gestion de l'énergie, et ces gros modèles utilisent énormément d'énergie. Donc, on va s'apercevoir qu'on peut peut-être faire les choses un peu plus simplement, être un peu plus frugaux, et donc revenir à ces IA d'antan, qui étaient ces IA logiques. Et ça ne veut pas dire qu'on va tout arrêter et qu'on va tout oublier, mais je pense qu'on va se retrouver dans des modes dans les 10 prochaines années où on va faire un peu plus d'hybridation entre les IA logiques et les IA statistiques. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des systèmes qui sont très performants, d'une part pour leurs résultats, mais aussi d'un point de vue consommation d'énergie, par exemple. Donc ça, je pense que ça, on va s'en rendre compte petit à petit. Et puis aussi, comme j'ai dit, on va être de plus en plus, on va comprendre de plus en plus quelles sont les limites de ces modèles statistiques qui se nourrissent eux-mêmes. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que on va s'apercevoir qu'un ChatGPT ou qu'un DALL-E, enfin que ce soit générer du texte ou générer de l'image, ça se nourrit de choses qui sont générées par d'autres IA génératives. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va générer du faux beaucoup. Déjà aujourd'hui, on sait très bien que les datas sont biaisées. C'est compliqué d'avoir des datasets qui sont extrêmement clean et qu'on puisse utiliser sans aucun problème. Ça va être de plus en plus compliqué d'avoir des datasets clean parce que ces IA génératives vont générer des choses qui sont potentiellement fausses. C'est le problème des IA génératives, c'est que vous pouvez leur faire dire absolument n'importe quoi. Vous pouvez très bien dire à une IA générative aujourd'hui, un chat GPT, écrivez-moi un article prouvant que la Terre est plate. Et il va vous écrire un article qui prouve que la Terre est plate et qui a l'air complètement scientifiquement correct. Et donc, cet article-là, certainement, à un moment donné, il va se retrouver sur Internet et il va renourrir la prochaine version d'un chat GPT ou d'un autre. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, on va avoir du faux. Il y en a déjà beaucoup, comme j'ai dit, on parle beaucoup de fake news, mais on va en avoir de plus en plus. Et du coup, ça va être de plus en plus compliqué de faire confiance à ces IA génératives parce qu'on ne va pas comprendre forcément d'où viennent les datas. Sauf si on fait ce que vous aviez dit tout à l'heure, où là, je vais faire des datas seulement pour moi, j'ai fait des datasets qui sont seulement pour les choses qui m'intéressent. Mais là, le problème, comme on dit aussi, c'est qu'on n'a pas forcément assez de données. Donc, c'est un peu de l'éducation qu'il faut qu'on fasse ici, c'est-à-dire s'éduquer nous-mêmes pour comprendre quelles sont les limites de ces machins-là. Alors, c'est quelque chose qui, depuis 2-3 mois maintenant, fait rire les gens et ils utilisent beaucoup, et c'est tout ça. Mais on va s'apercevoir qu'il va falloir réguler tout ça à un moment donné. Il va falloir comprendre déjà d'où viennent ces datas. Elles ne viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que surtout pour les images, c'est très très évident. Ces images, elles ont été dessinées par quelqu'un à un moment donné. C'est-à-dire que c'est du patchwork de choses qui sont réassemblées en quelque sorte. Et donc, il va y avoir des problèmes de copyright, il va y avoir des problèmes d'où viennent les datas. Et comme j'ai dit aussi, il va y avoir des problèmes du fait que ces datas, d'où qu'elles viennent, elles sont peut-être pas très bonnes. Ouais. Finalement, peut-être qu'au fur et à mesure, on aurait peut-être aussi tout intérêt à avoir un système de certification, de pouvoir dire est-ce que tel texte a été généré par une IA ou pas, pour pouvoir justifier du vrai et du faux.
Exactement, donc on parle de watermarking par exemple, on dit bah, on va faire du watermarking sur ce qui a été généré par les IA, comme ça bon, on va dire bah, la source n'est pas forcément bonne, hein, ça a été généré pour rigoler, hein, donc le truc n'existe pas ou n'est pas forcément vrai. Le problème de watermarking et de la régulation en général, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un quelque part qui ne suivra pas la réglementation. Donc il y aura toujours des choses qui vont arriver qui seront pas correctes dans les datas générées parce qu'ils ne voudront pas faire le watermarking. Et puis aussi, les régulations, elles sont en général locales. Hein, donc, que ce soit Europe, États-Unis et Chine, c'est quand même local. Et donc, du coup, il y a toujours des pays qui suivront pas forcément, qui voudront pas forcément suivre ça. Et puis, il y aura des pirates et il y aura des gens qui généreront des trucs en faisant exprès de faire en sorte que ce soit pas bon. Donc, c'est pour ça que la clé de tout ça, et donc pour répondre plus rapidement à la question de tout à l'heure, les IA du futur, c'est vraiment des IA qu'on comprend et des IA où on a bien fait la distinction de ce qui est le vrai du faux, le bon du mauvais, et donc surtout on fait attention parce qu'on s'est éduqué. Le mot-clé du futur, c'est l'éducation. Hmm. Et en termes de technologie, pour le coup, est-ce que vous voyez certains usages émerger ou des choses qui pourraient advenir justement dans 20 ans? Est-ce que par exemple vous croyez réellement à la voiture 100% autonome, par exemple? Moi, je ne crois pas à la voiture 100% autonome, je vais expliquer pourquoi, mais déjà, il faut comprendre les champs d'application. D'accord? Donc, on va avoir à choisir des champs d'application dans le futur. On peut appliquer les IA à tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire qu'on peut toujours créer un outil qui va être plus performant que nous dans une tâche particulière. Donc ça, c'est ce qui va se passer, hein. Donc les champs d'application vont être énormes, hein. Et il y a des champs d'application où ça va se voir. Donc, il y a la santé, par exemple, ça va vraiment se voir, c'est-à-dire qu'on va certainement pouvoir améliorer, détecter des maladies très en amont, etc. Donc ça va être quelque chose d'intéressant, et il va y avoir des champs d'application qui vont vraiment aider le monde. Et un de ceux-là, en plus de la médecine, ce sera effectivement le transport. Le transport va certainement être révolutionné par ces IA aussi. Et on parle souvent de la voiture autonome. Alors, il faut comprendre que quand Elon Musk parle de la voiture autonome, il parle de la voiture autonome niveau 5. C'est-à-dire que c'est la voiture autonome qui est autonome dans tous les cas, elle fait tout toute seule tout le temps, elle peut se dépatouiller de n'importe quelle situation. Donc cette voiture autonome-là, moi, je pense qu'elle n'existera jamais et qu'il ne faut surtout pas de toute façon la construire, essayer de la construire parce qu'elle va demander de l'énergie, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis surtout, elle va être très, très chère. Aujourd'hui, les voitures autonomes, elles utilisent plein de sensors, de capteurs différents. Donc des lidars, des radars, des caméras. Et donc, évidemment, on multiplie la technologie embarquée dans ces machines-là. Il faut faire la fusion de tous ces capteurs, et ça coûte énormément. Ça coûte en prix, non seulement de capteurs et tout ça, mais aussi en prix de compute. Donc, la fusion, c'est compliqué. Bon, bref, tout ça pour dire que il faut peut-être pas, de toute façon, essayer à marche forcée d'avoir le niveau 5, mais par contre, contentons-nous du niveau 4, qui va être presque autonome la plupart du temps, hein. Il n'y aura pas forcément des volants dans ces voitures presque autonomes au niveau 4. Et ça va sauver effectivement des milliers et des milliers de vies. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a 1 million de morts sur les routes tous les ans dans le monde. Certainement que déjà, avec le niveau 4, on va réussir à faire en sorte qu'on en enlève 90%. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'accident, il ne faut pas mentir. C'est pour ça que aussi la super autonomie, l'autonomie niveau 5, ça voudrait dire presque que c'est des génies, les trucs. Il n'y a jamais d'accident, tout se passe toujours comme il faut. C'est là où c'est un mensonge, en fait, pour moi, et que c'est même pas la peine c'est un rêve d'ingénieur, encore une fois, où on fait croire que la technologie peut marcher dans tous les cas. Il y aura toujours des accidents, il y en aura beaucoup, beaucoup moins. Donc, visons pas le niveau 5, visons le niveau 4, qui va nous permettre d'avoir des voitures presque autonomes, d'avoir des gens qui iront avec des populations vieillissantes. Ça va permettre à des gens de se déplacer plus correctement. On va certainement pouvoir optimiser aussi les trafics, etc. Donc avoir moins de voitures sur les routes, ce qui fera plaisir à tout le monde pour fluidifier le trafic, etc. Donc il n'y a que des avantages à amener les technologies qui vont être des technologies d'autonomie, mais rêvons pas au niveau 5, concentrons-nous sur le niveau 4, sachant qu'aujourd'hui on est à peine au niveau 3. Ouais. Okay. D'accord, donc on est encore très très loin. Mais ceci dit, il y a des raisons pour lesquelles le niveau 5 est impossible, c'est parce qu'il y a toujours des cas qui arrivent,
qui sont juste impossibles à négocier parce que la machine ne l'a jamais vu avant. On l'a vu tout à l'heure, ces machines dites intelligentes, donc c'est basé sur des statistiques. Si un cas n'a jamais été vu avant, pour une raison X ou Y, hein, et que nous, quand on voit un cas qui n'est jamais arrivé avant, on va s'adapter. On va faire quelque chose, on l'a jamais vu, mais on va intellectualiser le machin, ou pas d'ailleurs, ça peut être des réflexes, et puis on va s'adapter. La machine va avoir beaucoup de mal à s'adapter à quelque chose qu'elle n'a, entre guillemets, jamais vu, dans les cas qui sont improbables, hein, parce qu'il va toujours y avoir des cas improbables, toujours y avoir quelque chose d'un peu bizarre. Et pour ça, je donne toujours le même exemple, hein, quand je parle de ça, je parle d'un exemple où il y a une voiture autonome qui un jour se retrouve derrière deux gars qui marchent sur un trottoir, dont un des gars a un panneau stop sur le dos. S'il a un panneau stop sur le dos, nous, on voit que c'est un gars qui marche qui a un panneau stop sur le dos. La voiture, quand elle voit un truc qui est un panneau stop sur le bord de la route, elle va s'arrêter, et puis elle va s'arrêter, et puis elle va s'arrêter. Et donc, bon, c'est absolument... c'est improbable, mais bon, ça peut arriver. Ouais, complètement, ouais. Depuis très jeune, vous êtes baigné dans le domaine des technologies. C'est un domaine que vous appréciez particulièrement. Je pense que d'ailleurs, une de vos premières inventions, c'était un robot qui permettait de faire votre lit quand vous étiez encore enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, la partie technologie fait encore entièrement partie de votre quotidien ? Je pense à tout ce qui est domotique, des voitures connectées, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Bon, moi, j'adore ça, hein. Depuis tout petit, effectivement, je fais des choses pour ce que j'appelle les vrais gens. Et le premier vrai gens, c'est moi. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon robot pour faire mon lit quand j'étais très jeune, parce que ça m'amusait. Alors, il marchait pas, hein, ou pas bien, mais enfin, j'ai essayé, quoi. Et donc, j'essaye de faire en sorte d'amener ces technologies aux vrais gens, et ça veut dire que je veux pas non plus pousser la technologie pour la technologie. Je veux vraiment que ce soit des technologies utiles. Alors bon, on peut toujours discuter sur le fait, est-ce que Siri est utile ou pas, mais bon, il y a aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs, donc quelque part, il y a une certaine utilité. Bref, donc oui, effectivement, ça fait partie de mon quotidien parce que c'est ce qui m'amuse, hein, c'est ce qui m'amuse, d'essayer de pousser les limites, de faire en sorte d'innover. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire innover, mais ça veut dire, pour moi, amener quelque chose qui n'existe pas. Donc ça c'est inventé, c'est trouvé, c'est etc. Et donc oui, aujourd'hui, je suis mon meilleur cobaye aussi, hein, comme j'ai dit, c'est moi mon meilleur vrai gens, c'est moi, parce que je sais à peu près quelles sont les choses dont j'ai envie ou pas. Alors je veux pas non plus forcer la technologie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il faut proposer des choses, et puis après on voit ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais oui, les choses qui m'intéressent aujourd'hui, alors, j'ai deux amours technologiques, hein, qui sont l'intelligence artificielle, donc ces intelligences artificielles dont on vient de parler, mais aussi les objets connectés. Ça va ensemble d'ailleurs, parce que quand on connecte les objets, c'est exactement comme connecter une intelligence artificielle, c'est la même chose. Et donc ces objets collectivement peuvent rendre des services. Et ma maison est une maison connectée, évidemment, depuis 1999 en fait. Donc le tout début où on commençait à connecter des choses à Internet, hein, j'ai commencé à connecter ma maison. Aujourd'hui, j'ai plus de 219 objets connectés dans ma maison. Et donc, mais ils ne sont pas connectés pour être connectés, encore une fois, ils sont connectés pour me rendre des services, et ils sont surtout connectés entre eux et à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est d'ailleurs compliqué. Alors, il y a un nouveau standard qui est en train d'émerger. Alors, ça fait longtemps qu'il est en train d'émerger, qui s'appelle Matter, qui est un standard qui va essayer d'unifier un peu tous ces objets et de faire en sorte qu'ils parlent ensemble, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ne parlaient pas vraiment ensemble. Alors moi, évidemment, je les fais parler ensemble depuis très longtemps, parce que c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est que ces objets connectés se comprennent entre eux, et ensemble, quand ils se mettent ensemble, ils vont pouvoir faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire par eux-mêmes. Alors évidemment, un aspirateur connecté, il va aspirer, c'est très bien. Une lampe, elle va s'allumer, c'est très bien. Mais peut-être que quand les deux travaillent ensemble, ils peuvent avoir de nouveaux usages qui vont faire en sorte que ça va juste améliorer ma vie, quoi. Alors, dans le cas particulier de l'aspirateur et de la lampe ici, pourquoi pas l'aspirateur qui fait clignoter une lampe pour dire qu'il est en train de travailler dans cette pièce-là et que c'est pas la peine que j'y aille. Donc on peut imaginer des choses comme ça qui vont faire en sorte que cette interconnectivité entre les différents objets vont créer des nouveaux usages et surtout une certaine utilité. Et à la fin, il faut que ça soit utile
pour moi. Et dans mes maisons, par exemple, aujourd'hui, aujourd'hui depuis très longtemps, j'ai un truc que j'appelle l'aperitif scene. Donc c'est la scène apéritif, qui est quand je rentre chez moi le soir et qu'il n'y a personne à la maison, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a une orchestration de ces objets qui font en sorte que ça me prépare à prendre l'apéritif. Et donc ça fait quoi? Ça ouvre le garage, ça éteint l'alarme, ça ouvre les portes automatiquement au moment où je sors du garage pour rentrer dans la maison. Donc ça allume les lumières qui vont bien s'il fait nuit, ça met la musique d'ambiance, ça allume la cheminée si c'est l'hiver, ça descend les volets s'il fait nuit et si je veux avoir de la privacy. Et si j'avais eu à faire la chose moi-même, aller fermer les volets, allumer la cheminée, allumer les lumières, aller mettre la musique, blablabla. Mm. Enfin, tout ce qui est automatisé aujourd'hui, ça m'aurait pris 5-10 minutes. Ouais. Et ces 5-10 minutes, je les gagne grâce à ça. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est utile. Alors, c'est pas forcément, c'est ce qui est utile pour moi aujourd'hui, c'est ce que j'aime bien, mais je veux pas imposer ce genre de truc-là. Mais je pense, et c'est ce qu'on a vu avec Siri par exemple, je pense que les gens vont trouver des usages pertinents, particuliers pour eux, qui vont faire en sorte que si ces objets, en l'occurrence ici, parlent ensemble, on va pouvoir avoir quelque chose qui est agréable pour nous. Mais ça va pas être quelque chose qui est, on doit faire la scène apéritif chez tout le monde. C'est Ouais. pas le but. Ok. Vous avez pu travailler du coup pour Apple pour mettre en place Siri. Apple, sans être fan, il me semble, de l'écosystème Apple en soi, qui pour vous, de ce que je disais, était assez fermé, là où justement vous aimez l'ouverture. Quelle relation est-ce que vous aviez avec Steve Jobs et est-ce qu'il y a un conseil que vous retenez de votre expérience avec lui? La relation avec Steve Jobs est toujours un peu compliquée, hein. C'était un garçon, un visionnaire, mais socialement parlant, pas très agréable. Et donc, c'est vrai que la première relation, la première rencontre que j'ai eue avec lui, quand on présentait une de mes startups des technologies pour éventuellement que ça plaise à Apple, le gars, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il a claqué la porte en disant que ce qu'on faisait, c'était de la merde. Donc, effectivement, c'est pas exactement une très bonne entrée en matière. Mais ceci dit, bon, c'était un visionnaire, c'était quelqu'un qui avait un charisme certain. Et c'était intéressant. Et ce que j'ai appris donc grâce à lui et grâce à cette expérience, c'est que il faut jamais se décourager parce que 7 ans plus tard, il achetait Siri et il faisait développer à l'intérieur d'Apple. Donc c'est une résilience, hein. Il faut pas forcément, les gens de temps en temps ils sont dans une mauvaise humeur ou lui il était souvent de mauvaise humeur, mais euh, mais voilà, il faut juste persister dans ce qu'on croit qui est la bonne direction et puis continuer, pas se formaliser de certaines attitudes qui sont un peu bizarres, hein. Aujourd'hui, on pourrait dire la même chose avec Elon Musk. Je pense que le gars, il est quand même un peu bizarre aussi. Donc voilà, il y a des gens, alors je dis pas que tous les capitaines d'industrie sont bizarres, mais il y en a qui sont un peu bizarres, il faut s'adapter, et puis faut juste croire en ce qu'on fait et continuer à le proposer, et pas forcément au Steve Jobs ou au Elon Musk. On peut aller Ouais. voir les autres. Alors, belle leçon et belle reconnaissance finalement après coup, belle revanche aussi avec le rachat par la suite, effectivement. On parle beaucoup de la Silicon Valley et en l'occurrence vous en êtes un bon représentant aussi pour y être régulièrement. On parle aussi du paradis américain pour les startups. La France rattrape peu à peu son retard dans le domaine. Qu'est-ce qu'il manque encore selon vous pour attirer et développer plus encore l'entrepreneuriat en France? Ouais. Alors quand je suis parti il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans maintenant, enfin il y a 30 ans, oui, c'était un de mes problèmes. Le problème, c'était que quand on faisait une école d'ingénieur, on était coopté plus ou moins dans le corps dans lequel on allait d'une manière un peu logique. Tous mes camarades de l'ENST allaient directement chez France Télécom à l'époque, Orange aujourd'hui. Donc bon, c'était une voie un peu tracée. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat n'était pas quelque chose qui était très développé, tandis que dans la Silicon Valley, c'est l'entrepreneuriat, c'est la définition même de l'entrepreneuriat, même si j'explique à mes amis américains que le mot entrepreneur, c'est un mot français et que c'est pas un mot américain. Mais bref, c'est vrai que la Silicon Valley, c'est un endroit dans lequel on développe des boîtes tout le temps, avec une on sait que on a 90% de chances de se planter.
Et donc, c'est comme ça. Les startups, c'est des creusets d'innovation. On essaye de faire des trucs, mais des fois trop tôt, des fois trop tard, des fois complètement à côté de la plaque. Mais on essaye. Et donc, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est vraiment essayer des trucs. Ce qui a beaucoup, beaucoup été un frein en France, parce qu'on est toujours un peu timide et timoré euh, pour créer des choses. Ça a changé il y a 10 ans maintenant à peu près, hein, puisque c'était en 2012-2013, grâce à Fleur Pellerin, que la French Tech a vraiment redémarré pour moi, parce que comme j'ai dit, on était des entrepreneurs avant, mais on l'était un peu moins au début du siècle. Et pendant enfin les années 1900 quelque chose. Mais donc en 2012-2013, il y a cette French Tech qui est créée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire grâce aussi à la BPI qui vient s'adosser à ça, ça permet d'avoir un peu les mains libres pour pouvoir faire des choses différentes. Et donc, on a vu effectivement la scène des startups se développer en France d'une manière assez extraordinaire. Hein. Et on a aujourd'hui plein de pépites, plein de choses. On a des licornes, on a tout ça. Donc on est capable maintenant de faire de l'entrepreneuriat à nouveau en France. Et des chiffres alors que j'ai pas vérifié moi-même, mais on me parle de temps en temps des grandes écoles aujourd'hui, et on me dit que dans ces grandes écoles d'ingénieurs dont je parlais tout à l'heure, on est à 50% ou plus de 50% de ces gens qui en sortent, qui veulent soit aller dans les startups pour commencer, soit en créer. Donc évidemment, c'est une grande, grande différence par rapport à il y a même 10 ans. Donc ça, c'est super. Alors, on les crée, mais effectivement, c'est très, très compliqué après ça de percer et d'avoir des choses qui sont comme des Google ou des Facebook ou des grosses, grosses entreprises comme celles qu'on voit se créer dans la Silicon Valley. Alors pourquoi? Alors je suis pas un économiste, hein, et puis c'est un peu ce qu'on appelle le two cents ici, donc c'est un peu ma conversation de bistrot là sur le pourquoi. Mais il y a une différence essentielle que je vois quand je compare ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France ou en Chine. C'est la taille du marché de toute façon, parce que malheureusement, je crois que moi, je suis un Européen convaincu et je pense qu'il faudrait effectivement que l'Europe soit quelque chose qui se développe bien. Malheureusement, l'Europe n'est pas celle que je pense que ses fondateurs avaient imaginé dans les années 50, avec ce marché commun qui est facile à accéder, avec des réglementations qui permettent de vendre d'un truc à l'autre. Aujourd'hui, c'est toujours très très fragmenté, mine de rien. Non seulement à cause de la langue, évidemment, parce qu'on a des dizaines de langues différentes en Europe. Donc c'est compliqué de faire les manuels, les machins, tout ça, certainement. Donc il y a ça. Mais aussi à cause de la réglementation locale. Il y en a toujours. Donc c'est pas aujourd'hui très très évident. Si vous développez un truc en France, d'aller le vendre en Hongrie directement. Donc ce marché qui aux États-Unis existe. Hein, évidemment, c'est un marché de 330 millions de personnes aux États-Unis avec une seule langue, etc. En Chine, on a 1,3 milliard. Donc, c'est des gros marchés qui sont unifiés, on va dire. Et en Europe, même si on est 440 millions ou 480 millions, je ne sais pas exactement en ce moment, mais c'est pas unifié, quoi. Donc, du coup, c'est très compliqué de vendre là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui viennent d'Europe ou qui viennent d'Israël aussi, qui sont, par exemple, aussi ici un tout petit marché, pour développer les choses dans la Silicon Valley, pour pouvoir s'étendre sur le marché américain et se développer là, pour après éventuellement revenir une fois qu'ils ont les épaules un peu plus forte d'aller attaquer des marchés qui sont plus balkanisés, on va dire. Ouais. Donc je sais pas si c'est ça exactement, mais la raison pour laquelle on n'a pas des Facebook aujourd'hui, mais il y a ça. Ouais. Une autre chose aussi auquel il faut faire attention, mais il y a du bon et du mauvais, et je pense qu'il y a beaucoup de bons quand même, c'est qu'on aime bien en Europe justement réguler, et donc des fois la régulation peut être un frein à l'innovation, un frein du moins au déploiement des innovations. Donc il faut faire un peu
tout petit peu attention. Alors, je critique surtout pas la régulation. RGPD, pour moi, par exemple, est une avancée extraordinaire. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, que c'est repris dans le monde entier, aussi bien en Californie qu'en Chine, d'ailleurs. Et donc, c'est important de réguler, mais il ne faut pas réguler trop tôt, peut-être, pour laisser les trucs se développer et comprendre surtout comment ça va se développer. Parce que quand on invente quelque chose, quand on déploie quelque chose, on n'a pas forcément le spectre complet de comment ça va se développer et comment ça va marcher. Donc il faut faire un peu attention là aussi. Le régulateur, évidemment, aux États-Unis est beaucoup plus laxe que le régulateur en Europe. Voilà, donc je ne dis pas que c'est ça qui est un frein à l'innovation, mais il faut juste faire attention. Ouais. Et puis on le voit aussi beaucoup, on a souvent beaucoup d'innovations là où on a beaucoup de capitaux. Et en l'occurrence, les Américains, de par leur passé, leur histoire, ont beaucoup financé avec la DARPA, je pense à beaucoup d'acteurs. En France, on a la BPI qui est en train de s'y mettre progressivement. Mais c'est vrai qu'on voit régulièrement que c'est là où il y a de l'argent qu'on innove un peu plus. À ce titre-là, et au vu des récentes avancées au niveau technologique, est-ce que vous pensez qu'un hiver de l'IA serait encore possible aujourd'hui ? Alors, un hiver de l'IA est possible quand on ment. D'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé dans les hivers d'IA précédents, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc, par exemple, le premier hiver de l'IA, c'était dans fin des années 50, parce que les scientifiques, les ingénieurs qui développaient ce qu'ils ont appelé l'IA d'une manière. Ils n'auraient pas dû appeler ça comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'aurait pas dû s'appeler intelligence. Mais bon, ils ont menti dans le sens où ils ont promis des choses qui étaient vraiment trop compliquées. Et donc, de la même manière, aujourd'hui, si on ment sur la capacité de ces IA, si on leur donne, si on nous raconte que ça peut tout faire, papa, maman, la cuisine et le reste, à force, les gens vont se rendre compte que c'est pas vrai, et les gens qui tiennent les cordons de la bourse vont aussi se rendre compte que c'est pas vrai. Et donc, il est très possible que, au bout d'un moment, ils disent, les gars, c'est gentil, mais vous nous avez rien produit d'intéressant, donc on va arrêter de financer ça. Donc, c'est possible, c'est certainement plus compliqué aujourd'hui parce que les champs d'application sont beaucoup plus importants et on voit des résultats quand même. Donc, ça va être un peu plus compliqué que ça s'arrête complètement, mais il y a toujours ce danger quand même de dire n'importe quoi et de faire en sorte soit d'effrayer la population et que ce soit la population elle-même qui demande d'arrêter de faire des recherches et de travailler là-dessus. Soit de raconter vraiment n'importe quoi et de voir que ça sort pas le machin et de faire en sorte que les gens soient déçus et décident de pas continuer, quoi. Donc c'est possible. Encore une fois, je pense que c'est un peu plus compliqué ces temps-ci, étant donné que les champs d'application sont immenses, aussi bien médecine, transport que n'importe quel métier ou activité aujourd'hui. Ouais, ok. Vous disiez tout à l'heure que l'IoT et l'IA étaient des domaines qui vous intéressaient particulièrement. Est-ce que vous regardez aussi les avancées dans le monde du Web3, Metaverse, blockchain, crypto, et quel est votre point de vue, l'avenir que vous voyez pour ce domaine ? Alors, je vais un peu différencier les deux, enfin Web3 et crypto, même si, il me faut un wallet pour accéder à mon Web3. Bon. Mais en tout cas, je veux dire, j'ai toujours été très critique sur la crypto parce que quelque part, c'est un mensonge, justement, ce truc-là, dans le sens où on nous promet une banque décentralisée que personne va mettre le nez dans nos trucs. Bon, ouais, dans le concept, pourquoi pas, c'est intéressant d'avoir la communauté qui regarde les transactions et qui est capable de dire si c'est vraiment toute la philosophie de la blockchain est intéressante en général, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, je suis un proponent de tout ce qui est software ouvert et puis beaucoup plus que le software fermé. Donc j'aime bien l'open source, j'aime bien tout ça. Donc la philosophie de la blockchain est intéressante. L'application de la crypto me dérange pour deux raisons. La première, c'est que en fait, quelque part, il y a une centralisation, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a les clés et donc qui soit a démarré le machin, soit fait en sorte que il va en profiter. Et donc du coup, c'est pas un truc démocratique et distribué autant que ce que on veut le faire croire. Et puis le truc qui me gênait beaucoup et qui continue à me gêner pour Bitcoin, qui me gêne un peu moins maintenant pour Ethereum, c'est la consommation d'énergie de ces blockchains. Donc on sait qu'avec Ethereum 2, on est passé à 90% d'énergie
consommation d'énergie de moins, ce qui est bien. Mais bon, ça consomme toujours beaucoup d'énergie et qui finalement, surtout je suis critique sur Bitcoin, c'est certainement le plus emblématique, où une transaction Bitcoin, si vous voulez, est égale à 1 million de transactions Visa en énergie. Donc, et l'impact économique aujourd'hui entre Visa et Bitcoin n'a aucun rapport. Hein. Visa est toujours beaucoup plus important économiquement. Donc ça me gêne parce qu'on essaie de créer des trucs parallèles qui sont pas forcément, qui sont juste pour le gain de certains en fait finalement. Et c'est certainement les plus fragiles qui ont souffert des crises récentes et ce qui se passe depuis le mois de mars en fait dans la crypto. Malheureusement. Moi, je l'avais un peu prédit, hein. Ça me paraissait un peu évident que ça allait se passer comme ça, parce que le système n'est pas viable. Maintenant, encore une fois, appliquer cette philosophie, peut-être maintenant, c'est ce que vont faire les États, hein, que ce soit la Chine ou les autres, faire en sorte d'avoir des monnaies numérique. complètement cryptées, etc. Bon, c'est une très bonne idée. Donc, il y a des choses très bien à prendre. Il faut juste faire attention à ça en particulier. Pour parler du Metaverse, je suis aussi très critique sur une implémentation telle que celle de Meta. Hein, c'est-à-dire que je pense que Zuckerberg, il s'est mis à faire du Metaverse pour se sortir d'autres problèmes qu'il avait. Donc c'est pas quelque chose qui est naturel chez eux en fait. Hein. Et on voit d'ailleurs les problèmes qu'ils ont, hein, puisqu'on voit que les ingénieurs même de Facebook n'utilisent pas le Metaverse de Facebook. Donc c'est compliqué pour eux. Par contre, l'idée, encore une fois, du Metaverse, l'idée du jeu numérique, l'idée des simulations, enfin, c'est pas nouveau tout ça. Hein, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Donc rentrer dans des mondes qui sont des mondes virtuels dans lesquels je vais pouvoir faire des simulations et faire en sorte de comprendre avec mes jumeaux numériques quels sont les comportements de mes vraies machines, ça c'est intéressant. Il y a définitivement quelque chose à faire. Alors, je crois plus au métaverse industriel, on va dire, qu'au métaverse de jeu. Bon, moi, je suis pas un gamer, donc je suis pas trop dans ces mondes parallèles, machin et tout ça. Donc il y aura certainement des choses qui vont se développer, des trucs sympas et tout ça. J'ai un peu peur de l'immersion et j'ai un peu peur justement aussi de ces réseaux sociaux, on va dire, parce que j'ai toujours eu peur des réseaux sociaux, c'est pour ça que j'aime pas Facebook et que je n'y suis pas. Mais j'ai un peu peur qu'on enferme les gens dans ces mondes parallèles qui ne sont pas des vrais mondes, et donc de créer des gens qui sont pas bien psychologiquement. Donc ça, c'est un danger. Je pense que c'est un danger dans les réseaux sociaux d'aujourd'hui déjà, mais ça peut être encore pire dans les métaverses dits sociaux à la méta, et peut-être dans ces jeux où on s'enferme, on a vu des gens qui se laissent mourir en jouant, quoi. Je veux dire, enfin, il y a des trucs quand même débiles qui sont passés dans les années et qui viennent de s'écouler. C'est pour ça que la Chine avait décidé d'ailleurs de faire en sorte que les gamers ne jouent que, les enfants gamers ne jouent que quelques heures par jour ou quelques heures par semaine. Bon bref, donc ça, je crois moins à ces mondes-là. Par contre, je crois beaucoup au monde industriel, qui n'est pas autre chose que ce qu'on fait depuis très longtemps avec de la simulation et des trucs qui permettent de comprendre comment on va gérer des choses. L'avantage du métaverse tel qu'on le comprend aujourd'hui, c'est qu'il va certainement être beaucoup plus physiquement réel. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire physique dans la science physique. Et donc, on va avoir certainement des mondes qui sont simulables, beaucoup plus intéressants, où une balle de ping-pong va rebondir comme une balle de ping-pong dans le vrai monde. Et ça, dans les jeux déjà, mais dans les jeux, c'est plus du carton-pâte, je dirais, parce que c'est seulement sur des décors qui sont en train de m'entourer. Là, on a peut-être un monde qui va être plus physiquement complet et plus réel que les mondes des jeux. Donc du coup, ça peut être intéressant pour ces jumeaux numériques, pour comprendre comment marche mon usine, ma voiture, mon frigo. Donc je pense que c'est intéressant. Le petit caveat, c'est que pour avoir ces mondes qui sont physiquement plus réels, c'est que effectivement ça va demander énormément de capacité de calcul et donc encore une fois beaucoup d'énergie, et donc il va falloir comprendre si les bénéfices qui sont apportés et potentiellement les gains de productivité et d'énergie et d'argent sont vraiment importants pour le faire dans le métaverse plutôt que de le faire dans le monde réel. Donc encore une fois, là il ne faudra pas que l'ingénieur
soit trop excité et qu'il se rapproche du monde réel pour voir si ce qu'il est en train de faire est vraiment utile. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir se poser, mais se poser aussi collectivement. Et encore une fois, le mot-clé là, ça va être éducation. C'est-à-dire qu'il va falloir s'éduquer pour comprendre comment ces choses-là marchent, pour voir si vraiment, à la fin, ça a un bénéfice ou pas, et ça ne nous pète pas la planète. Ouais. Et puis pour le coup, on parlait de décentralisation. Si jamais on parle du métaverse de Meta, en l'occurrence, on ne l'est pas, au même titre que Ethereum 2.0. Donc c'est effectivement des choses Exactement, importantes. oui, le truc de Meta, et bon, c'est le jeu de Zuckerberg, hein, c'est de ramener tout à lui et de faire en sorte de lockdown les gens dans ses propres activités. Mais encore une fois, là, moi, je suis plus inquiet sur les aspects psychologiques du metaverse que j'appelle personnel ou public que le metaverse industriel. Ouais. Ok. Quelques questions plutôt rapides. Est-ce que vous avez, quel est votre livre préféré? Mon livre préféré, c'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, mais je sais pas, c'est long à lire, mais c'est quand même assez sympa, quoi. Ok. Une startup qui vous a bluffé récemment? J'aime bien une startup qui est à Toulouse, qui s'appelle Highlight. Qui fait en quelque sorte leur produit aujourd'hui, c'est de la rétroprojection sur les casques de moto. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme les Google Glass d'il y a une dizaine d'années, mais appliqué à la conduite et aux directions, et c'est vraiment pratique. Et puis ils vont maintenant appliquer ça dans les voitures aussi, donc c'est une boîte que j'aime bien. Excellent. Une personne qui vous inspire particulièrement? Il y en a deux qui m'ont inspiré et qui m'inspirent et que je continue à vénérer. C'est peut-être le mot est peut-être un peu fort. Donc, une qui nous a quittés il y a pas très longtemps, qui s'appelle Doug Engelbart, qui était mon voisin de bureau à Stanford, et qui est surtout celui qui a inventé la souris, le système de fenêtrage, etc. dans les années 60. Donc, c'est bon pour un informaticien, c'est un peu le dieu des UI, hein, des user interface. Lui, c'est lui aussi, il a à voir quelque chose dans Internet. Enfin, il faut regarder ce qui s'appelle The Mother of All Demos, donc la mère de toutes les démos. Il faut trouver ça sur Internet. C'est 1 heure, et c'est 1 heure ça se passe en 68. Et vous avez l'impression que la qualité est mauvaise, vous avez l'impression que c'était bien en 68, mais quand vous regardez le genre de truc, il y a des hyperlinks, il y a les Windows, il y a du Zoom dedans, si vous voulez, ou de la téléconférence, c'est débile. 1968, Doug Engelbart, donc il était extraordinaire. Et la deuxième personne que j'adore et qui est pour moi une source d'inspiration, c'était mon prof d'IA. C'était quand l'IA n'existait pas vraiment encore, alors on ne savait pas trop ce que c'était. C'était un des premiers cours à la fac de Pierre et Marie Curie dans les années 80. C'est Jean-Gabriel Ganassia, qui est toujours professeur d'ailleurs aujourd'hui à la Sorbonne, puisque ça s'appelle la Sorbonne maintenant. Donc lui, il écrit des bouquins qui sont très intéressants, où il aussi calme les gens sur l'intelligence artificielle, hein, et il explique que c'est pas la science-fiction. Et puis il écrit aussi des fictions qui sont rigolotes. Jean-Gabriel Ganassia, ouais, c'est une personne que je respecte énormément. Excellent. Et enfin, il y a une question par laquelle j'aime bien finir chacune des interviews. Quel conseil est-ce que vous donneriez à la personne que vous étiez il y a 10 ans? Ça, c'est une bonne question. Où est-ce que vous J'ai étiez il y toujours a 10 l'impression ans? que j'étais en contrôle, et donc j'ai pas peut-être relax un peu, je sais pas, mais c'est pas un bon conseil en fait. Il faut pas relaxer si on est excité, il faut garder l'excitation, quoi. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment de conseil à lui donner. Le gars, il est assez grand. Ok, très bien. Entendu, un grand merci en tout cas pour notre échange, pour votre temps, et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.